Vénus et Mercure, deux mondes hostiles au destin très différent. L'une très vivace, sur laquelle grouillent les forces les plus maléfiques de la nature. L'autre n'est qu'une sorte de carcasse planétaire, criblée par les millions d'impacts de météorites qui ont fondu sur elle à toute vitesse. Elle témoigne des drames qui s'abattent sur certaines planètes. Vénus et Mercure, les planètes intérieures. Avec la Terre et Mars, Mercure et Vénus constituent notre système solaire interne. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ces planètes les plus éloignées du Soleil forment le monde gazeux externe du système solaire. Pendant 4 milliards d'années, les planètes internes ont amassé assez de débris d'étoiles pour développer une surface solide. Pourquoi étudier les planètes? Pourquoi étudier l'astronomie aussi? Un jour, peut-être, nous devrons partir au-delà de la planète Terre si nous voulons survivre en tant qu'espèce. Il faut donc que nous sachions ce qu'il y a plus loin et quelle est la nature de l'univers. Nous étudions des mondes aux caractéristiques spécifiques. Mais fondamentalement, les processus physiques et chimiques sont identiques à ceux de la Terre. Des millions de kilomètres nous séparent de nos cousines rocheuses, mais un petit tour du côté de Mercure et Vénus révèle que notre ADN est le même. On peut aller sur Mercure, sur Vénus, et les considérer comme des mondes avec leur propre histoire. On peut aussi ainsi resituer l'histoire de notre planète dans son contexte. Vénus est la 6e planète de notre système solaire par sa taille. Elle est à 40 millions de kilomètres de la Terre. Sur Vénus, une année dure 225 jours. Et si vous pesez 68 kilos sur Terre, vous en pèseriez 61 sur Vénus. Vénus. Quand les Romains levaient les yeux, ils étaient fascinés par sa présence majestueuse. Ils ont donné à la planète le nom de la déesse de l'amour et de la beauté. La planète était si belle dans le ciel que l'association semblait évidente. À cause des similitudes de composition, de gravité, de densité et de taille, la Terre a longtemps considéré Vénus comme une planète sœur. Sous bien des aspects, Vénus et la Terre sont presque jumelles. Elles ont presque la même taille. Vénus étant un tout petit peu plus petite que la Terre. Disons que si la Terre était un ballon de basket, Vénus serait un ballon de football. Et Vénus est la planète la plus proche de la Terre. On a donc longtemps pensé que c'était une planète jumelle. Pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que cette jumelle, comme la Terre, était une planète couverte d'océans, de forêts tropicales luxuriantes, et que son climat pouvait accréditer l'idée qu'une forme de vie intelligente y existait. Avant l'époque spatiale, les gens pensaient que la vie sur Vénus devait être assez semblable à la nôtre. Paradoxalement, quand on a commencé à examiner Vénus de plus près, on s'est aperçu que les conditions étaient très différentes. Vénus est alors apparue moins comme une sœur exotique que comme une jumelle diabolique. Nous sommes en présence de deux planètes très similaires mais qui ont évolué de manière très différente. Cela pose un problème intéressant quant à la compréhension de l'évolution planétaire. Faisons l'expérience. Prenez ces deux planètes semblables, laissez-les vivre pendant 4 milliards d'années et tâchez de comprendre pourquoi elles ont évolué de manière aussi différente. Commençons par quelques différences de base. Vénus a subi d'intenses bombardements météoriques. L'un des impacts a été si violent que certains scientifiques pensent qu'il a pu inverser la rotation de la planète. Vénus tourne très lentement. Elle observe une rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne en arrière par rapport aux autres planètes. Du fait de cette rotation rétrograde, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et les jours vénusiens sont longs. D'un lever du Soleil à l'autre, il ne s'écoule pas moins de 8 mois terrestres.
Mais ce ne sont ni le schéma orbital, ni les longues journées qui rendent Vénus si insupportable. C'est en partie son climat détestable. Avec une température au sol de 480 degrés Celsius, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Celui qui voudrait y faire un tour devrait en repartir bien vite. Ce serait une question de seconde. D'une seule seconde peut-être, et il serait rôti. Si un astronaute se retrouvait sur Vénus sans combinaison spatiale, sa peau commencerait à dorer et il cuirait véritablement comme une dinde dans un four. Cette incroyable vague de chaleur est le fruit d'un processus appelé l'effet de serre. C'est celui-là même qui, sur Terre, tempère le climat et contribue à la vie. Mais en se penchant plus attentivement sur Vénus, on s'aperçoit que cet effet de serre peut être source de vie tout autant que source de mort. Aujourd'hui, la température sur Terre tend à monter. Et les scientifiques en ont peut-être trouvé la cause en étudiant Vénus. Le réchauffement global est dû au développement incessant des gaz à effet de serre. Voilà pourquoi nous avons de plus en plus chaud. Et en observant Vénus, on s'est dit « Ah, mais là, ça se passe pour de bon !» Dans les années 90, après avoir lancé la sonde spatiale Magellan, les observateurs commencent à se tourner vers Vénus pour voir à quel point les choses pourraient se dégrader ici, sur Terre. L'exploration de l'espace nous en a appris beaucoup sur la Terre et sur l'environnement. L'effet de serre et le réchauffement global, dont tout le monde parle en ce moment, ont été découverts grâce à Vénus. Ce que l'on a découvert sur Vénus éclaire d'un jour nouveau la très grande fragilité de l'effet de serre. Il n'a pas toujours fait aussi chaud sur Vénus. Il semble qu'autrefois sa surface était plus semblable à celle de la Terre et qu'elle ait perdu ses océans à cause d'un effet de serre galopant. Vénus est donc la preuve qu'un changement global peut effectivement se produire sur une planète, tel un scénario dramatique. Il est mieux de ne pas attendre de devenir comme Vénus pour s'inquiéter. Et d'ailleurs, on en prend le chemin. Mais le véritable intérêt d'étudier Vénus, c'est que cela nous permet de tester nos modèles climatiques. Grâce à des modèles de circulation générale de l'atmosphère, les scientifiques ont pu calculer certaines augmentations de la température sur Terre en se basant sur les quantités de gaz à effet de serre sur Vénus. Comment l'effet de serre fonctionne-t-il sur Vénus et comment peut-il réchauffer la planète à ce point-là? Voici Biosphère 2. Située au pied du massif montagneux de Santa Catalina, en Arizona, elle a été construite par un groupe de chercheurs afin d'envisager la colonisation d'autres planètes. C'est la plus grande serre au monde. Biosphère est une serre idéale. C'est un grand immeuble avec des panneaux de verre pour laisser entrer le soleil. Et il fait vraiment chaud. Les rayons de soleil traversent les panneaux de verre et font grimper la température intérieure. L'air se réchauffe, mais il ne peut pas s'échapper par le haut. Il ne peut pas s'élever verticalement dans l'atmosphère à cause des murs. Les fenêtres emprisonnent la chaleur, réchauffent l'immeuble et fournissent aux plantes et aux arbres un climat acceptable. Sur Vénus, les gaz à effet de serre n'emprisonnent pas vraiment la chaleur, mais ils ralentissent sensiblement la vitesse à laquelle ils peuvent s'échapper. Sur n'importe quelle planète, l'effet de serre décrit une situation où la température du sol augmente à cause de gaz dans l'atmosphère qui emprisonnent la chaleur, tout en laissant passer la lumière du jour. Les mêmes gaz à effet de serre qui nous seraient fatals sur Vénus sont indispensables à la vie sur Terre. Sans effet de serre, la température moyenne serait sensiblement en dessous de zéro. Les océans seraient entièrement gelés, et il n'est même pas sûr qu'il y aurait encore de la vie sur Terre. On se demande combien il fait là-bas, mais la question serait plutôt « Pourquoi il fait-il aussi chaud ?» Parce que l'atmosphère est composée de dioxyde de carbone à l'état pur quasiment. L'atmosphère vénusienne se compose pour 95% de dioxyde de carbone, ou CO2. Et c'est ce gaz qui emprisonne la chaleur.
C'est ce qui entraîne un violent effet de serre et fait monter la température. Voilà pourquoi il fait aussi chaud sur Vénus. C'est un exemple extrême de réchauffement global. Sur Vénus, les volcans sont des sources naturelles de CO2 et d'autres gaz. C'est un processus que Jeff Sutton, géochimiste, étudie sur le volcan Kilauea à Hawaï. Loin sous terre, des composés atomiques réagissent pour former le CO2 en cas d'activité volcanique. Le gaz naît de la pression issue de la chaleur de la roche en fusion, le magma. Le gaz s'élève et atteint le réservoir magmatique. La pression sur le magma décroît, ce qui a pour effet de permettre au gaz emprisonné à très forte pression de s'échapper. La lave vénusienne présente donc vraisemblablement des orifices de ce type par lesquels les gaz peuvent se répandre à l'air libre. Quelque chose comme 8 000 à 30 000 tonnes de dioxyde de carbone sortent tous les jours en bouillonnant des chambres magmatiques. Cela fait 3,5 millions à 5 millions de tonnes par an. Et il ne s'agit là que d'un seul de nos volcans terrestres. Vénus a bien plus de volcans actifs, donc plus de gaz propulsés par la chaleur. Tout ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère de Vénus, où il fait de plus en plus chaud. Il n'y a pas que sa température élevée qui rende menaçante la sœur jumelle de la Terre. À une cinquantaine de kilomètres au-dessus du sol brûlant de Vénus, la planète subit des ravages, à côté desquels ses 482 degrés Celsius ont des airs de front frais. Des dégâts électriques, au cours desquels des secousses d'une fraction de seconde atteignent les 26 000 degrés. Chaque étincelle de lumière fait 100 millions de volts. Sur Vénus, comme sur Terre, il y a des éclairs quand les charges électriques accumulent suffisamment d'énergie pour produire une étincelle. Mears Oppenheim enseigne la physique planétaire à l'université de Boston. Ce sont des chercheurs comme lui qui travaillent au musée des sciences de Boston. Pour faire la démonstration de l'éclair emprisonné, des dômes d'une dizaine de mètres s'élèvent pour simuler la génération de l'éclair sur Vénus. Et que le spectacle commence. Regardez ça! On est en train de générer tellement de millions de volts sur ces dômes que l'énergie est bien obligée de s'échapper. Cela déchire littéralement les molécules dans l'air. Tout comme à l'intérieur des nuages vénusiens, l'air dans ces dômes excite de minuscules molécules atomiques. C'est en se reconstituant que les molécules déchirées provoquent cet éclair. C'est ça un éclair. Dans la galaxie, les particules cosmiques d'étoiles en train d'exploser déclenchent les éclairs. Et en entrant dans l'atmosphère, elles créent cette étincelle. Ce sont des particules qui viennent de très loin. Elles heurtent l'atmosphère et produisent une averse de particules chargées. Sur Vénus, il s'agit vraisemblablement d'éclairs de très grande envergure, qui contiennent des quantités colossales d'énergie et qui parcourent de grandes distances. Sur Terre, on enregistre une moyenne de 3,1 milliards d'éclairs par an. Sur Vénus, le nombre d'éclairs touchant le sol est de 0. La pression atmosphérique sur Vénus est 90 fois plus importante que sur Terre, parce que le poids de l'atmosphère créée par les gaz est plus élevé. C'est ce qui empêche les éclairs vénusiens de toucher le sol. Ils restent consignés dans les nuages. Cet air très épais oppose trop de résistance. Les éclairs ne peuvent pas le traverser. Il leur est beaucoup plus facile de sauter d'un nuage à l'autre. En dépit des apparences, les nuages vénusiens n'ont pas grand-chose de commun avec ceux de la Terre.
En fait, le principal ingrédient qui entre dans leur composition est assez toxique pour brûler la chair humaine. Depuis la Terre, on peut voir Vénus scintiller dans le ciel de l'aube ou du crépuscule comme une étoile. Il est certain qu'elle ne fait pas tapisserie. Et si elle brille autant dans notre ciel, ce n'est pas seulement parce qu'elle est la planète la plus proche de nous, c'est parce qu'elle est la plus réfléchissante. En effet, Vénus est entièrement couverte de nuages réfléchissants et brillants. 80% de la lumière solaire est reflétée par les nuages qui enveloppent la planète. Pourtant, même dans les nuages, Vénus montre son mauvais caractère. On sait que les nuages de Vénus se composent d'acide sulfurique, analogue à celui d'une batterie de voiture. Cet acide sulfurique provient du dioxyde de soufre expulsé par les volcans. Tout comme son cousin le dioxyde de carbone ou CO2, la pression gazeuse pousse le dioxyde de soufre vers la surface, à travers les cheminées volcaniques. C'est ce même gaz que le chimiste Jeff Sutton observe attentivement sur le volcan Kilauea à Hawaï. Ces gaz, et plus particulièrement le dioxyde de soufre, sont toxiques. C'est pourquoi nous portons des masques pour protéger nos poumons et nos voies respiratoires. En effet, en se combinant avec l'humidité du nez et de la gorge, le dioxyde de soufre forme de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique est très nocif. On ne s'asperge pas d'acide de batterie, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, ce serait une mauvaise idée de plonger la main dans les nuages de Vénus. En admettant qu'un voyageur sur Vénus survive aux nuages acides, aux éclairs, à l'air toxique et à la chaleur, à quoi ressemblerait le sol vénusien? Le vulcanologue Jeff Burns, de l'Institut de surveillance géologique des États-Unis, arpente le globe pour tenter de comprendre ce qui anime l'activité volcanique des planètes intérieures. Pour imaginer la surface de Vénus, Burns pense au champ de lave désertique du Kilauea sur la grande île d'Hawaï. C'est très instructif de venir étudier ce volcan et de comparer avec le volcanisme de Vénus. Ici, on est vraiment sur le terrain et on peut étudier ça de près. On peut prélever des échantillons et les regarder en détail. Les géologues pensent que le nombre de volcans sur Vénus dépasse nettement les quelques 1500 que nous avons sur Terre. Les estimations vont d'une centaine de milliers à plus d'1 million d'éléments volcaniques sur Vénus. Avec autant de volcans, la pierre de lave représente 70% du sol vénusien, tout comme l'essentiel de la roche du Kilauea. Le sol se solidifie quand la lave refroidit, pour former de la roche dure. Le fait de disposer de ce type de roche sur Terre nous permet de procéder par analogie et de comprendre les roches des autres planètes. Les roches basaltiques sont ce qui ressemble le plus aux plaines vénusiennes. Le basalte est un type de pierre de lave que l'on trouve sur Vénus et dans tout le système solaire interne. Les minéraux se figent sous forme de verre et de petits cristaux, changeant ainsi totalement d'aspect par rapport à la lave telle qu'elle surgit du volcan. La lave en fusion sur le sol est incandescente et de couleur rouge. Puis elle se couvre rapidement d'un voile argenté. Et en l'espace de quelques semaines, elle devient noire, tout comme la lave ici autour de moi. À 8000 mètres d'altitude, le Maat Mons est le plus grand volcan de Vénus. Il a laissé dans son sillage d'immenses coulées de lave, tout comme le Kilauea. Quand on observe cette disposition, on voit des levées de matière des deux côtés, ainsi que des structures internes. C'est peut-être comparable à la formation des vastes canaux qui se sont creusés à la surface de Vénus. À une échelle beaucoup plus grande, cela dit. Et ils ont créé des champs infinis de canaux dans le paysage vénusien.
D'une largeur et d'une profondeur constantes, les canaux sont nettement plus longs sur Vénus qu'à Hawaï, du fait des conditions environnementales de la planète. La densité de l'atmosphère et les températures élevées empêchent le magma de refroidir pour former de la roche. Et comme il n'y a ni vent ni pluie pour refroidir le magma, la lave peut user le sol durant des mois après une éruption avant de se solidifier. Sur Vénus, on devrait trouver des couches et des couches de roches volcaniques plutôt noires et de composition basaltique. On devrait voir des taches provenant de fer qui se seraient oxydées et qui seraient donc de couleur rouge. D'ordinaire, les coulées de lave basaltique sont coupantes comme du verre et l'on risque de se blesser en le manipulant. Elles deviennent vitreuses en refroidissant. Et puis, il y a le ciel. Cette couche nuageuse diffuse l'essentiel de la lumière directe. Sur Vénus, les jours doivent être beaucoup moins clairs qu'ici sur Terre. En particulier parce que la lumière est très uniformément répartie. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ombre. La surface est éclairée de façon assez égale. À cela s'ajoute la composition de l'atmosphère, qui fait que tout doit avoir une teinte orangée. Outre les canyons, des chaînes de montagnes déchiquetées déchirent le ciel vénusien. Le mont Maxwell est le point culminant de la planète. Maxwell fait environ 11 000 mètres d'altitude. Donc il dépasse facilement n'importe quel de nos sommets. L'Everest, qui fait 8 850 mètres, est largement battu. Il est plus grand que tout ce que nous avons sur Terre. Notre planète sœur semble l'avoir emporté sur l'une des merveilles de notre monde. Mais comment est le sol vénusien par rapport à une autre caractéristique géologique de la Terre, les canyons? Le Grand Canyon, que la rivière du Colorado a creusé au fil de 250 millions d'années. En se soulevant il y a des millions d'années, le plateau du Colorado a donné aux eaux plus d'énergie pour éroder la roche et creuser le canyon. Les vastes canyons vénusiens ont peut-être eux aussi été formés par l'érosion, mais pas celle d'une rivière. Les systèmes volcaniques peuvent entraîner une érosion, car les coulées de lave sont très fluides. Les matériaux peu visqueux peuvent éroder comme le fait l'eau. Certes, le Grand Canyon ne constitue qu'une partie du système fluvial du Colorado, mais on est quand même très loin de l'ordre de grandeur du plus long canal sur Vénus. Si les Romains avaient connu ces volcans, ces nuages acides, ces éclairs, son air irrespirable et ses températures insupportables, peut-être auraient-ils choisi pour nommer notre planète jumelle une autre déesse que celle de la beauté et de l'amour. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans, parce que bien sûr les Grecs et les Romains ignoraient tout des conditions qui règnent sur Vénus. Et nous voici 2000 ans plus tard en train de faire l'état des lieux, et ce n'est pas aussi joli. Mais les dangers qui hantent Terre ne sont rien comparés à la violence de Mercure. À 80 millions de kilomètres de la Terre, les collines poussiéreuses et les plaines vides de Mercure s'étendent à perte de vue. C'est une masse délavée. Elle n'a pas vraiment de couleur comme Mars, la Terre ou Vénus par exemple. Le docteur Robert Strom, du laboratoire de l'Université d'Arizona, fait autorité en matière de géologie planétaire depuis plus de 35 ans.
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Et elle ne ressemble à rien d'autre dans le système solaire. À 60 millions de kilomètres du Soleil, Mercure est la planète la plus proche de l'astre solaire. Cette planète n'a pas de lune connue. Elle n'a pas d'atmosphère. Et elle est visible à l'œil nu depuis la Terre, entre chien et loup. Avec un diamètre de 60% plus petit que celui de la Terre, Mercure est la planète la plus menue du système solaire. Bien trop petite pour produire le champ gravitationnel qui lui permettrait de retenir une atmosphère. La gravité est proportionnelle à la masse d'un objet. Plus la masse est importante, plus il y a de gravité. Celle de Mercure est donc très faible. Étant donné la faible gravité de cette planète, en admettant que vous pesiez 68 kg sur Terre, vous n'en feriez que 26 sur Mercure. La taille d'une planète est importante quand il s'agit de la chaleur interne nécessaire au maintien de l'activité géologique. Les courants de convection interne à l'origine de la géologie s'arrêtent. D'une manière générale, la planète se fige et il n'y a plus moyen de maintenir cette activité géologique. C'est ce qui s'est produit sur Mercure il y a bien longtemps, sans doute alors qu'elle avait moins d'1 milliard d'années. Il est bien loin le temps où Mercure était capable de générer des tremblements volcaniques et tectoniques. Mercure est-elle une planète morte? Cela dépend de ce qu'on entend par mort. A-t-elle une activité interne? Probablement pas. Elle est sans doute totalement inactive. Au fond, c'est une planète morte, et ce depuis 4 milliards d'années environ. Pour une planète pratiquement morte, Mercure est encore assez agité. Les Romains lui avaient donné le nom de leur messager au pied léger. Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours, ce qui en fait la plus rapide de toutes les planètes. Mais pour tourner sur son axe, elle détient le record de lenteur. Il lui faut quelque chose comme 180 jours, soit à peu près 6 mois. La force gravitationnelle du Soleil crée une friction de marée au sein de Mercure, entraînant une dissipation de sa vitesse lorsque la planète tourne sur son axe. C'est-à-dire que sur Mercure, les années sont plus courtes que les jours. Et cette rotation paresseuse confère à Mercure une météo un peu spéciale. 6 mois durant, la face exposée au Soleil dépasse les 400 degrés Celsius. Tandis que de l'autre côté, la température chute à 150 degrés Celsius en dessous de zéro. Il lui faut longtemps pour réchauffer sa face ensoleillée et autant pour refroidir l'autre. Les différences de température sont donc extrêmes. En dépit de sa proximité avec le Soleil, Mercure fait un peu figure de mouton noir dans la famille planétaire. Son ciel ne semble connaître que les nuits étoilées. Le ciel y est toujours sombre. Si nous avons du ciel bleu sur Terre, c'est à cause de notre atmosphère. L'azote disperse la lumière avec une prédilection pour les tons de bleu. Voilà pourquoi chez nous le ciel est bleu. Et c'est parce que Mercure n'a pas d'atmosphère que son ciel est sombre. D'après la légende, c'est Mercure, le dieu romain, qui a inventé la boxe. Et s'il est une planète qui s'est taillé la part du lion sur le ring, c'est bien Mercure. Comme elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger, des millions de météores et d'astéroïdes ont explosé à sa surface. Notre atmosphère préserve la Terre de la plupart des impacts à la manière d'un champ de force. Quand un petit objet se précipite sur elle, généralement 10 fois plus vite qu'une balle de revolver, la collision avec les molécules d'air le transforme en gaz. La Terre est protégée des petits impacts par cette chose extraordinaire que nous appelons l'atmosphère.
Quant aux objets plus petits encore, ces forces les auront complètement détruits bien avant qu'ils ne touchent la surface géologique de notre planète. Sur Mercure, dépourvu d'atmosphère, astéroïdes et météores s'écrasent à toute vitesse. Ce qui en fait la planète la plus criblée de cratères de tout le système solaire. Sur Mercure, on ne peut pas faire un pas sans rencontrer un cratère. En 1974, la sonde spatiale Mariner 10 a cartographié la moitié de la surface de la planète, y compris le plus vaste bassin jamais photographié dans le système solaire. L'accident de relief le plus remarquable est le bassin Caloris, un cratère qui fait dans les 1300 km de diamètre. 1300 km de diamètre. C'est un tiers de plus que la distance Dunkerque-Marseille. Les chercheurs ont estimé que la météorite de fer à l'origine de cet impact devait avoir une taille de plus de 100 km avant de s'écraser sur le sol. Juste après l'impact, les ondes sismiques ont convergé au point antipodal de la planète. Les ondes sismiques, les ondes de choc de cet objet, se sont propagées pour se retrouver de l'autre côté de la planète, déchirant littéralement la surface. Les turbulences sismiques ont chamboulé la croûte et déformé le terrain, générant des formations rocheuses étonnantes. C'est un terrain chaotique. C'est vraiment le terme pour désigner cet espace. Si vous regardez, c'est vraiment le chaos. Tout est sans dessus-dessous. C'est vallonné d'une façon qui n'a rien à voir avec une activité géologique normale. Tout y reflète la brutalité. On dirait que quelqu'un a littéralement soulevé la surface pour la fracasser au sol. Les cratères se sont soudain transformés en des sortes de collines de 10 km de large sur 2 de haut. En fait, le sol a dû s'élever sur une hauteur d'1 à 2 km en l'espace de quelques secondes. Ça a dû être épouvantable. Les scientifiques n'ont aucun moyen de savoir à quel moment s'est produit l'impact de Caloris. Mais une chose est sûre, si un astéroïde de cette taille s'écrasait sur Terre, le choc serait catastrophique. Il anéantirait l'humanité. De météores et d'astéroïdes ont laissé sur Mercure des cicatrices, des entailles et des cratères. Aujourd'hui, la planète n'est plus qu'une carcasse. Tout comme celle de Mercure, la surface de la Terre est vulnérable au bombardement. Le météore cratère en Arizona est l'un de nos cratères les mieux préservés et les plus mercuriens. Ce bassin désertique a permis aux géologues de mieux comprendre ce qui se passe quand un météore frappe la surface de Mercure. Lors d'un impact, l'énergie de l'onde de choc déchire la surface et soulève des tonnes de roches pour former le cratère. Cette coulée de roches a creusé cette cavité en forme de cuvette et déposé des débris dans le paysage à des kilomètres à la ronde. La même énergie a balayé les parois du cratère. C'est ce qui a fait que ces couches de roches horizontales derrière moi se sont soulevées. Sous l'effet du choc, la roche ne s'est pas montrée friable comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt comme du caramel mou. C'est caractéristique de ce type d'impact, non seulement ici à Meteor Crater, mais partout dans le système solaire. Imaginez un peu que l'énorme objet qui a créé le bassin de Caloris sur Mercure s'écrase sur le site de Meteor Crater. Il y aurait une explosion massive, avec des éclats de matériaux fondus qui voleraient autour de la Terre comme des engins balistiques, puis rentreraient dans l'atmosphère terrestre en créant des averses massives de météores. Sur une douzaine de kilomètres, l'onde de choc déchirerait le sol et provoquerait des tsunamis accompagnés de vagues de 600 mètres de haut.
d'immenses tsunamis se propageraient et inonderaient une bonne partie des zones côtières terrestres. Las Vegas dans le Nevada serait rasé. Des villes comme Salt Lake City dans l'Utah, San Francisco en Californie et Los Angeles disparaîtraient en une fraction de seconde. Les ondes de choc se propageraient à travers la Terre sur des milliers de kilomètres à partir du site de la collision. Ces ondes sismiques convergeraient au point antipodal de l'impact, au large des côtes de Madagascar, au fond de l'océan Indien. Soudain, une chaîne de montagnes surgirait du fond de l'océan, créant ce terrain mercurien chaotique. Un objet d'une taille pareille provoquerait sans doute un énorme tremblement de terre sur le globe tout entier. Météor Crater ne serait plus qu'une piqûre d'épingle dans le sol, comparée à la plaie ouverte que laisserait un impact du type de celui de Caloris. Ce vide engloutirait un quart des États-Unis. Un objet de cette taille éliminerait une bonne partie de la côte ouest des États-Unis s'il tombait en Arizona. En un instant, il transformerait entièrement la côte. Revenons-en à Mercure. Ces cratères lui confèrent un statut d'icône dans le système solaire, et certaines de ces marques recèlent des mystères. À Puerto Rico, quand le radar de l'observatoire d'Arecibo a pointé ses antennes vers les pôles de Mercure, il a capté quelque chose qui a laissé les chercheurs stupéfaits. De la glace. L'un des endroits les plus chauds du système solaire a de la glace à ses pôles. Et s'il y a de la glace là-bas, c'est parce que Mercure présente une surface criblée de cratères et que l'intérieur des cratères de la zone polaire est toujours plongé dans l'ombre. Comme Mercure est vertical par rapport au plan de son orbite, le fond de certains cratères ne reçoit jamais ni la lumière ni la chaleur du Soleil. Mais le fait qu'il n'y ait pas de source d'eau apparente sur la planète soulève une question. Comment cette glace est-elle arrivée là? Certains chercheurs pensent qu'elle pourrait provenir d'une comète. Composées de roches, de poussière, de gaz et de glace, les comètes viennent des confins du système solaire, où les températures sont nettement plus basses. Cette glace se trouverait-elle au fond de cratères qui sont en permanence à l'ombre, à moins qu'il ne s'agisse de glace recouverte d'une couche de poussière qui la protégerait des rayons du soleil? On ne sait pas. Outre les collisions de comètes, il existe un autre type de cratère sur la planète, et ceux-ci n'ont pas été formés par quoi que ce soit venant du ciel. En fait, une force de la nature a créé ces trous à partir du noyau de la planète. En se penchant sur le sol de Mercure, des scientifiques se sont aperçus qu'une partie de ces cratères pourrait avoir été formée par quelque chose d'autre que des astéroïdes, comètes et autres météores. Nous comprenons bien que le processus géologique dominant sur Mercure tient aux cratères d'impact. Le volcanisme constitue ici le deuxième processus géologique par ordre d'importance. Bien que nous n'ayons pas de preuve absolue de la présence de volcans sur Mercure, nous pensons qu'il a dû y avoir des éruptions volcaniques dans le passé. Cette prairie à vaches à 3 heures de route au nord de Phoenix pourrait avoir un lien avec le passé volcanique de Mercure. Ces collines cratérisées sont des volcans éteints, à cônes de cendres. Et les géologues pensent qu'il pourrait y avoir des volcans semblables sur Mercure. Voici un cône de cendres. Derrière moi, vous pouvez voir un très vaste cratère, caractéristique des cônes de cendres. Ces volcans présentent effectivement des différences par rapport aux cônes de cendres de Mercure.
La gravité sur Mercure étant moindre, on pourrait s'attendre à ce que les cônes de cendres y soient nettement plus larges et plus plats. Les volcans entrent en éruption quand la pression que le magma exerce depuis l'intérieur est plus forte que la roche qui le contient. La pression augmente pour deux raisons, trop de magma et trop de gaz. Et dans un volcan, quand la pression augmente, il lui faut un exutoire. La lave remonte à la surface et sort sous forme d'éruption. Il y a une cheminée et ce qu'on appelle une fontaine de feu. Si la pression est suffisante, la lave peut être projetée à plus de 30 mètres de hauteur sur Terre. Mais sur Mercure, la gravité est si faible que la fontaine pourrait éjecter la lave à une hauteur de 30 étages. Les cônes de cendres de l'Arizona peuvent illustrer l'héritage volcanique que nous partageons avec Mercure. Mais être les premiers témoins d'une éruption tout là-haut et voir se former les cônes de cendres serait une fameuse expérience. Tout d'abord, en l'absence d'atmosphère, un panache de cendres, de fumée et de débris ne parviendrait pas à s'élever dans le paysage. Comme Mercure n'a pas d'atmosphère, cette matière serait projetée dans le vide, c'est-à-dire qu'elle se disperserait beaucoup plus. De plus, sur Mercure, on n'entendrait pas le vacarme de l'éruption. Mercure n'ayant pas d'atmosphère, elle ne peut pas transmettre les sons. Si vous étiez sur Mercure en train de jouer de la guitare, du ukulélé ou du piano, on n'entendrait rien. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour véhiculer le son. Il n'y aurait donc que le silence. En 1974, Mariner 10 ne cartographie que 45% de la surface de Mercure lors d'une mission de survol. 30 ans plus tard, la NASA lance le vaisseau spatial Messenger. Le satellite cartographiera la planète tout entière et transmettra des données aux scientifiques enthousiastes, en même temps qu'un déluge de questions sans réponse. Je veux voir l'autre face. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, et cela m'agace depuis 35 ans. Est-ce qu'elle ressemble à la face que nous avons vue, ou bien est-ce quelque chose d'inattendu, de différent? Pourtant, malgré les budgets affectés aux explorations futures, la question de savoir à quel point nous sommes effectivement différents ou semblables risque fort de rester en suspens. L'univers est quelque chose de tellement vaste. Et nous sommes assis là sur notre confetti. Mais nous ne sommes pas isolés. Toutes ces choses qui sont survenues sur d'autres planètes, tous ces changements stupéfiants, traumatiques, se sont déroulés en un laps de temps très court. Et cela pourrait arriver sur Terre. En fin de compte, cela nous permet de mieux savoir qui nous sommes et combien notre environnement est unique. Et combien des créatures comme nous peuvent être rares dans l'univers. L'évolution, l'exploration, le fait de prendre un tournant, la découverte d'idées nouvelles, il n'y a que ça qui compte. L'avenir sera radieux.